chacun en 1 minute, pas plus, vous nous disiez quel est le message que vous voulez que les gens qui vous ont écouté dans la salle, quand ils vont sortir, qu'ils vont retenir. 1 minute, on commence par vous, Alain Carcenti. Incontestablement, disons, le secteur des forêts, de l'usage des terres, fait partie de la solution et vont faire partie des éléments absolument indispensables qu'il va falloir développer. Et le passage à, disons, cette bioéconomie est absolument important. Alors simplement, il faut faire extrêmement attention au phénomène de spécialisation ou en tout cas de mono-objectifs. Nous sommes devant des écosystèmes. Donc dans des écosystèmes, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui les services écosystémiques. Il y en a plusieurs. Il y a des solutions, y compris tout à fait du style... on envisage par exemple dans la géo-ingénierie moderne de planter des milliers d'arbres, des millions d'hectares de forêt, de brûler tout ça pour faire de l'énergie, de récupérer le CO2. Ce sont des choses qui effectivement peuvent tenir la route du point de vue industriel et du point de vue bilan énergétique, mais qui sont complètement délirantes du point de vue, disons, de la concurrence des terres que cela représenterait. Donc, il faut simplement penser qu'on est devant des écosystèmes vivants qui rendent plusieurs services et qu'il faut faire quand même extrêmement attention que, disons, l'objectif de séquestration du carbone ne l'emporte pas sur un ensemble d'autres considérations, notamment, je parle de biodiversité, mais également d'autres services qui sont rendus par ces espaces. Est-ce que vous pourriez... Là, vous avez dépassé votre temps. Ben voilà, oui. Oui, d'accord. Alors, pour les autres... attention, donc, il faut effectivement penser la nature dans toute C'est difficile de vous couper. Dans ces différentes fonctions. C'est difficile de vous couper. Patrice Durand. Moi, le message que je pense faudrait que vous reteniez, c'est qu'il faut faire confiance aux jeunes qui sont dans les exploitations agricoles, qui sont dans les entreprises de travaux, agricoles, forestiers, parce qu'eux sont en train d'inventer de nouvelles solutions et qu'ils font bouger les choses. Alors, ces jeunes-là, ce dont ils ont besoin, c'est de territoires pour pouvoir expérimenter. Moi, je pense que là, on a besoin de... Je rebondirai sur ce qu'a dit Claude Roy, il y a des filières futées. Je crois qu'il nous faut être plus malin. Donc, moi, selon ce qui m'irait bien, c'est un peu l'allusion à la... Qu'est-ce qu'est demain la maison, hein. La maison, c'est des territoires dans lesquels on puisse expérimenter. Or, je dois dire qu'en la matière, dans notre pays, on parle beaucoup, mais on n'expérimente pas des masses, quoi, hein. Voilà. Donc il faut expérimenter, il faut laisser les jeunes expérimenter de nouvelles techniques, de nouvelles solutions. Il faut les laisser faire. Anthony Mazinga. Je dirais que dans le domaine de gaz, on a déjà connu une révolution, le passage du gaz de ville provenant du charbon au gaz naturel, et on est devant une deuxième révolution très claire qui va être ce passage du gaz naturel au biogaz. On y croit très fortement, on a un potentiel pour le faire. Il y a une condition absolument impérative de succès, c'est effectivement de faire confiance aux agriculteurs, de leur donner les moyens de construire ces projets, de les développer. Et encore une fois, pour rebondir sur ce qui a été dit sur l'autonomie, non, ça ne sera pas en autonomie, au contraire, mais en connexion totale avec leur territoire. Le seul point qu'il faudra, je pense, absolument lever, c'est d'être capable d'assurer l'acceptabilité des projets. Et ça ne se fait pas sans connecter les riverains, sans être capable de démontrer aux consommateurs locaux qu'ils vont pouvoir bénéficier de ces énergies renouvelables, qu'ils vont en tirer un bénéfice, que les territoires vont avoir des retombées économiques, et que tout ça va participer de solutions au problème global qu'est le climat. Parfait. Olivier Compès. Oui, moi je voudrais qu'on retienne qu'effectivement, si on veut, avec les agriculteurs et ERDF, faire des projets gagnant-gagnant, il faut que les projets ils soient portés le plus rapidement possible aux oreilles de mes équipes pour qu'on puisse le construire de façon intelligente. Comme je l'ai très, très bien expliqué, c'était des réseaux qui sont interconnectés. On a besoin de cette interconnexion. Et aujourd'hui, on va optimiser le choix, l'attente de l'agriculteur pour lui trouver la meilleure solution possible, une solution qui sera la moins coûteuse possible, qui produira le mieux possible et qui permettra à l'ensemble de la collectivité d'en profiter, bien évidemment. Et évidemment, pour pallier à l'intermittence, moi je rajoute aussi le côté du numérique et du digital qui va être introduit par les réseaux du futur, les smart grids. Ça, vous allez bientôt le vivre très prochainement dans vos campagnes et dans vos villes quand le compteur Linky va arriver. Tout ça, c'est une transition qui est en train de se faire et qui est en marche. Catherine Elvax. Alors moi, je commencerai par vous dire ce qu'a dit tout à l'heure Claude Roy, c'est que le monde est fini.
Donc nous sommes dans l'obligation de raisonner globalement dans un système fini. Et dans un système fini, il ne peut pas y avoir de croissance éternelle. Donc il faut bien qu'on soit ensemble tous d'accord pour dire qu'on est dans un modèle complexe. Et je rejoins ce que disait M. Carsanti. Il ne faut pas que l'un prime sur l'autre. Donc on est sur des modèles complexes. Je rejoindrai ce qu'a dit tout à l'heure. Je crois qu'il faut faire confiance aux jeunes parce qu'ils ont une habitude de la complexité. D'abord parce que c'est très complexe quand on les jeunes de rentrer dans la vie aujourd'hui. Ils ont une habitude de la complexité que nous n'avons peut-être plus nous. Donc on va être dans des modèles complexes, interconnectés et dans un système qui doit être résilient parce que le monde est fini. On a vu aujourd'hui le rôle essentiel que joue et que jouera l'agriculture demain. Pas à pas, l'agriculture et la forêt passent d'une position de problème à celle de solution pour notre avenir. D'ailleurs, la stratégie nationale bas carbone le souligne fortement. C'est pas étonnant, on revient 5000 ans d'humanité en arrière, on s'aperçoit que c'est quand même la Terre qui a fondé la naissance de notre humanité depuis 5000 ans, et qu'aujourd'hui on l'a un petit peu oublié. Alors bien entendu pas pour l'alimentation, mais on l'a oublié pour autre chose. En 5000 ans, croyez-vous qu'on a fait autre chose que cultiver la terre pour faire de la colle, pour faire du matériau, pour faire du carburant pour les animaux de trait, pour faire des bâtiments, pour faire toutes choses? Nous n'avions que ça sous la main avec le vent, avec l'eau, avec la force de nos bras. Eh bien, on va y retourner. Retourner à la terre n'est jamais un voyage stupide. Retourner à la forêt, non plus d'ailleurs. Parce qu'on s'aperçoit que cette biomasse, effectivement, elle sert à peu près à tout. 92 pays sur 122, puisque l'Union européenne apparaît comme un seul bloc, proposent des actions d'atténuation dans le secteur des terres. Et finalement, d'après l'estimation qui est faite, alors il y a forcément des incertitudes quand on regarde ces engagements nationaux, les actions sur l'agriculture, sur la forêt, sur les changements d'usage des sols, représenteraient entre un quart et 30% du total des engagements des pays dans la COP 21 par rapport à cet horizon 2025 ou 2030 de réduction des émissions. Donc, vous comprenez qu'il y a là un poids important qui va finalement résonner comme une responsabilité politique du secteur agricole par rapport à la stabilisation du climat. Si nous regardons le dernier rapport du GIEC, nous observons qu'il y a bien des progrès qui ont été faits. Depuis les années 1960, on peut constater qu'il y a une plus grande efficience de l'agriculture, autrement dit, moins de rejet de CO2 en équivalent par kilo de produit. Lorsque l'on fait apparaître dans les scénarios la capacité de stocker du carbone dans les sols, on peut avoir un compromis qui est nettement plus favorable pour réduire rapidement les émissions de gaz à effet de serre, tout en n'affectant pas la sécurité alimentaire dans les pays les plus pauvres. Si vous me permettez, je voudrais faire 2 remarques pour chiffrer un peu ce qui vient d'être dit à propos du CO2 et revenir à un sommet que tout le monde a oublié, qui est le sommet de la Haye. Le sommet de la Haye, qui était avant Kyoto. Dans les sols en France, on a 50 tonnes de carbone à l'hectare en moyenne entre la forêt et l'agriculture. Sur 40 millions d'hectares, faites le calcul, ça fait 8 milliards de tonnes de CO2 stockées dans les sols en France. 8 milliards de tonnes de CO2. Je rappelle que la totalité des émissions de gaz à effet de serre de la France, c'est 500 millions de tonnes de CO2. C'est-à-dire qu'on stocke 16 fois plus de gaz à effet de serre qu'on en émet chaque année. Au sommet de la Haye, il y a 20 ans de cela, avant Kyoto, il y a un pays qui s'appelle les États-Unis, venu, il a dit, moi, votre truc du climat, là, Kyoto, je veux bien, mais je veux pas que ça affecte mon American way of life. Par contre, je veux bien faire un très gros effort sur les systèmes de gestion de mes sols et le système de gestion de mes forêts. Et il a porté un chiffre en disant, voyez, avec ça, je vais faire à peu près 10 fois plus de résultats carbone que je n'en ferai jamais avec des systèmes de réduction de mes consommations, etc. On n'a pas écouté à l'époque les États-Unis et je pense qu'on aurait dû les écouter. Je pense, et on en arrive avec le rapport numéro 5 du GIEC et avec le COP21, où on est en train de se rendre compte que l'usine naturelle à recycler le carbone, la photosynthèse, les sols, le stockage, elle est considérablement plus puissante que ne peuvent être un certain nombre d'instruments de type technologique.
Il faut garder ça en tête. Les paysans sont des gens de pouvoir. Gardez ça en mémoire. À la fin du siècle, ce sont eux qui détiendront le pouvoir. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est la CIA. La CIA, il y a 10 ans, nous allons quitter l'ère de la géostratégie du pétrole pour entrer dans l'ère de la géostratégie de la terre. Le premier des cas, ça vient des Amériques. C'est un cas que vous peut-être connaissez parce qu'il n'est pas vraiment utilisé en Europe, mais dans les Amériques, il est largement utilisé. C'est ce qu'on appelle dans les Amériques no tillage. Ici, je pense zéro labour au semi-direct. C'est en fait ça, c'est un type de travail que prévoit la manque de préparation des champs au moment de la semis. C'est principalement utilisé par les céréales. Vous voyez le succès d'utilisation de cette pratique, ça part des États-Unis où il est à 35% à peu près des cultives, en montant au Brésil 50%, jusqu'à 80% en Argentine. Les Argentins sont très fiers parce qu'ils réclament d'avoir été les inventeurs de ce type de méthode. Je pense que devant le mot pétrole, il n'y aura jamais bio, puisque le bio, c'est la science du vivant, à ma connaissance. Donc aujourd'hui, on essaye de substituer une matière morte par une matière vivante. Et ça, c'est quelque chose qui, à mes yeux, est essentiel, mais que nous, en tant que paysans et en tant qu'agriculteurs, on n'a jamais oublié. Safagridé et la Fondation Jacques de Bohan, ensemble, nous croyons à la valeur stratégique de l'agriculture pour lutter contre le réchauffement climatique. Pour cela, bien sûr, il s'agit par la technique, par les pratiques, par l'innovation, de produire mieux, mais surtout, il sera indispensable de produire plus. Une fois qu'on a nourri les gens, on se rend compte que la deuxième étape, c'est l'énergie. Et aujourd'hui, on rentre dans cette étape-là. Alors le débat alimentaire, non alimentaire, je crois qu'il se résume aujourd'hui... il y avait eu différents rapports qui sont sortis en disant qu'on allait consommer du foncier à outrance, qu'on allait... Enfin, ce qu'on voit à travers ce qui a été dit aujourd'hui, c'est que entre les terres fertiles, les terres un peu moins fertiles, ça vous a été dit tout à l'heure par M. Sousana, c'est que même celles-là, elles ont une capacité d'augmentation de rendement par le schéma de 4 pour 1000, par l'apport de plus de matière organique dans les sols, un potentiel de rendement qui va augmenter. Et ça, que ce soit sur les terres performantes comme les terres moins performantes, c'est un véritable atout pour demain. Un sol qui séquestre du carbone est favorable à la lutte contre les pollutions agricoles, je dis les pollutions agricoles, il réduit les émissions de gaz à effet de serre, n'est-ce pas, et il limite le lessivage des nitrates. Et les praticiens comme moi qui sont suivis direct vont vous dire que c'est les couverts qu'il faut fertiliser. Au lieu d'interdire l'azote après la moisson, il faut fertiliser les couverts. Parce que plus on aura un couvert abondant, plus on va stocker d'azote. Et plus on va rendre le sol vivant, et plus il va être résilient par rapport au changement climatique. Si nous voulons demain stocker du carbone dans nos sols, et c'est possible, et Claude Roy l'a rappelé tout à l'heure combien on pouvait stocker par l'agriculture, je crois que c'est la nouvelle voie de l'agriculture, c'est quelque chose qui, à l'occasion de COP21, doit être dit très haut et très fort, c'est une nouvelle vocation pour l'agriculture. Vous n'allez pas échapper à ce qu'ont fait vos camarades qui étaient là ce matin, c'est-à-dire à vous prêter un petit exercice journalistique, c'est-à-dire de conclure chacun en 1 minute, dans cette conclusion, de dire aux gens qui sont assis là, voilà ce que vous voulez que je retienne de ce que j'ai dit. On commence par vous, Christophe Dalem. Ce matin, en fait, ce qu'on a vu, c'est des solutions pour décarboner l'énergie, puisqu'on a parlé beaucoup d'énergie, de biogaz, etc. Avec la chimie du végétal, on va défossiliser l'industrie. C'est-à-dire que le carbone, il est aussi dans l'organique. Donc on va pas se passer de carbone. Mais ça sera du carbone organique, du carbone de la biomasse. Et aujourd'hui, la chimie du végétal va se développer en apportant de nouvelles solutions.
Bon, ça sera biosourcé, ça aura un avantage environnemental, quelquefois un avantage santé aussi, mais c'est surtout d'apporter des nouvelles fonctionnalités techniques sur le marché pour les consommateurs. Philippe Lecouvet. C'est décloisonner l'ensemble des secteurs, recherche, ingénieurs, développement et autres, et de faire en sorte de contribuer à répondre aux besoins des territoires et des diverses agricultures, et faire en sorte que nos paysans puissent vivre décemment dans la valorisation de leurs produits. Julien Duguay. Dire que les pouvoirs publics, les services de l'État sont pleinement conscients des opportunités qui sont derrière la bioéconomie et que les ministères rassemblés réfléchissent à pouvoir mettre en avant ce principe de bioéconomie et que nous sommes preneurs des avis des uns et des autres et des contributions des uns et des autres pour alimenter une réflexion et construire une vision qui soit vraiment partagée. Thierry Stadler. Deux choses. La première, on l'a vu, c'est un terme relativement nouveau. Il est apparu en 2012 en Europe, donc il faut communiquer auprès du grand public. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas encore mesurer les apports de la bioéconomie parce qu'on ne tient pas compte des externalités, qu'elles soient d'ailleurs positives et négatives. Et c'est normal d'ailleurs, parce que le propre d'une externalité, c'est quand un agent produit quelque chose, ça interfère sur un autre agent sans qu'il y ait effectivement d'échanges économiques, de transactions économiques. Et c'est pour ça que pour réussir ce thème de la bioéconomie, on a besoin effectivement de l'engagement du public aux côtés du privé. Et j'espère que la feuille de route que l'on attend va y contribuer. Yann Hudson. Puisque vous avez parlé de la COP 21, je pense que ce qui est important, c'est qu'il y a des solutions pour le monde pour atténuer les problèmes climatiques. Les solutions viennent à la fois de l'agriculture, à la fois de la science. Mais ce qu'il faut, c'est d'accepter qu'il y a un coût et il faut accepter qu'il faut de la volonté pour les mettre en place. On peut désormais substituer au carbone fossile un carbone renouvelable. La biomasse alimente de plus en plus la chimie du végétal avec le développement de nombreux usages alimentaires et non alimentaires. C'est l'économie biosourcée, c'est la bioéconomie. Ainsi, au-delà de la réponse aux besoins alimentaires d'une population mondiale en expansion, la production agricole et sylvicole produit des carburants, des matériaux, des molécules, de nouvelles possibilités de valorisation par la bioéconomie. Comment passer du constat de l'opportunité d'un secteur à sa mise en marche concrète? Comment accompagner une mutation? Comment construire sa capacité de transfert? Comment construire les systèmes de demain? Comment produire plus avec moins d'engrais, moins de pesticides en piégeant le carbone, en garantissant de la compétitivité et de la durabilité aux débouchés alimentaires et non alimentaires? Donc pour pouvoir, quelque part, écrire cette histoire-là, on a décidé de créer une association, un cluster qui s'appelle Agro-ressources et Bioéconomie demain, qui se veut en fait de mettre autour de la table tous les acteurs qui ont un intérêt à partager toute la problématique qu'on vient d'étayer. Donc on souhaite fédérer au niveau régional les acteurs de la recherche, du développement, de la formation, promouvoir les programmes de recherche et de développement, favoriser le transfert des connaissances, promouvoir la bioéconomie sur le territoire. Cette association va avoir plusieurs outils à sa disposition, dont un qui est une ex-base aérienne, donc la base 112, sur le territoire de Reims, donc c'est à 5 km de Reims, il y avait 550 hectares de libérés par l'armée, et donc on s'est posé la question de faire de cette plateforme, finalement, qu'est-ce qu'on pouvait y faire? En fait, on va y faire l'ancrage de la recherche et du développement du cluster. Le pétrole a effacé la bioéconomie pendant un siècle. Et puis, cette bioéconomie, elle renaît de ses cendres, comme le phénix, depuis en gros les années 80. Beaucoup grâce à la filière oléoprotéagineuse, puis la filière céréalière et betteravière, et beaucoup grâce à la réforme de la PAC de 1992 aussi. Depuis ces années 80, on a commencé à voir les biocarburants, la chimie du végétal, les nouveaux matériaux, les composites, les nouveaux combustibles pour les réseaux de chaleur, pour le secteur industriel, la méthanisation qui est venue se greffer dessus. On a créé 2000 entreprises en 20 ans, en gros. 25 ans. On a créé 2000 entreprises, on a créé 70 000 emplois.
Aujourd'hui, on fait 14 milliards de chiffre d'affaires dans cette filière. C'est pas tout à fait négligeable. C'est pas la lune, mais c'est pas négligeable. Ça veut dire que c'est quand même un business qui marche. On n'est plus dans les rêves de chercheurs, de paillasses et de bec-benzène. On est dans du réel business de l'emploi et de l'économie. La Commission européenne ou l'Union européenne a développé une stratégie pour la bioéconomie. Ça a été adopté en 2012 et le focus, donc l'objectif, est vraiment la production de produits biobasés ou biosourcés, bioénergie à partir de biomasse. Très important, c'est que ce n'est pas un DG comme avant. Il y a plusieurs, ce qu'on appelle DG, qui supportent cette stratégie. Donc recherche et innovation, mais aussi agriculture, environnement, maritime, DG Grow. Donc disons, c'est la partie économie de la Commission. Il y a 3 piliers très importants. Comment augmenter les investissements en Europe au niveau recherche, mais surtout innovation. Comment renforcer la politique et aussi l'interaction politique, parce que la bioéconomie ne dépend pas de, disons, une politique individuelle, mais comme j'ai déjà dit, il y a l'environnement agricole, politique agricole, innovation, etc., qui ont un impact sur le développement de la bioéconomie. Et on regarde aussi comment est-ce qu'on peut augmenter, stimuler les marchés et la compétitivité. Une des initiatives au niveau européen, c'est le partenariat public-privé Biobest Industries Consortium. Et disons, le cadre de cette initiative est vraiment comment est-ce qu'on peut produire ou développer des produits qu'on utilise tous les jours, des produits chimiques, des bioplastiques, des biocarburants, des emballages biosourcés, etc., à partir de biomasse, toutes sortes de biomasse, vous voyez toute la liste, y compris les déchets et les déchets organiques, via des bioraffineries, en utilisant des technologies comme des technologies biotech, chimie, thermochimie, enfin les technologies les plus efficaces et les plus durables. Dire que la bioéconomie, c'est quelque chose de nouveau, doit encore être formé en Europe, c'est pas vrai. On a vraiment déjà des industries qui investissent en Europe, et de plus en plus. Donc il faut réellement qu'on arrive à partager cette valeur entre le monde agricole, les distilleries, quand on produit de l'éthanol, et les chimistes, parce que c'est eux qui sauront le mieux utiliser ces molécules. Donc il y a de beaux enjeux, parce qu'aujourd'hui on est capable de faire des bioplastiques, des biocarburants, à la fois pour les avions, pour tous les moyens de transport. Je ne vais pas revenir sur tous les débats qu'il y a eu au sein de l'Europe, mais aujourd'hui, apparemment, les objectifs sont fixés. Hein, de 2030, 15% de biocarburants. Moi, ça me va bien. Vous avez vu ces 3 voies là que je vous ai indiquées? La sobriété, le renouvelable et le stockage du carbone. Ben, dans les 3 cas, la biomasse, elle fait bingo. Dans les 3 cas, la bioéconomie, elle fait bingo et elle gagne le pari. Moi, je veux vraiment lancer un appel d'optimisme pour notre profession. Cet appel d'optimisme, il est parce que si on sait s'organiser, et là il y a des enjeux, il faut qu'on sache s'organiser, mais on saura le faire, on a toujours su le faire. Il y a des enjeux fabuleux. Donc, agronomie, photosynthèse, ressources, énergie, chimie. Voilà en quelques mots ce que je pourrais résumer. Et le dernier mot que je retiendrai, c'est le mot agriculture. Parce que c'est la clé de tout. Et je vous remercie.